Bonjour, bonsoir à tous pour ce retour tant attendu, par nous en tout cas, d'Upercut. Upercut, on vous le rappelle, c'est le format box du Sparring Podcast, celui dans lequel, à intervalles réguliers, tous les 15 jours dans l'idéal, un peu plus selon les disponibilités de chacun, on revient sur les combats des 2 ou 3 semaines écoulées et on effectue la preview des 2 ou 3 semaines à venir. Concept qui a été initié, inventé, pensé par mon co-animateur du jour que je vais vous présenter dans un instant et qui a eu lieu tout au long de l'année 2024 avec l'ami Arnaud. L'ami Arnaud qui bientôt va partir à l'autre bout de la planète, qui donc ne peut plus assurer son poste. Et je vais tâcher, en toute humilité, de le remplacer, même si personne ne remplace le grand Arnaud. Mais heureusement, je ne suis pas seul. Avec moi, donc, mon compère sudiste, fan devant l'éternel de boxe anglaise et de boxe pied-point, c'est bien sûr Enzo. Salut Enzo, comment vas-tu? Salut Lionel, bah écoute ça va très bien, très content de relancer la machine Hypercute. On avait annoncé des successions d'épisodes, des épisodes très rapprochés. Bon, ça sera pas pour cette fois, hein. On va y aller tout doucement, tranquillement, on reprend le rythme, etc. Donc voilà, mais l'important c'est qu'on soit là. Comme tu dis, c'est la team sudiste, hein. Maintenant on est une antenne, hein. On est une antenne Absolument, du sport de combat dans le absolument. sud et on va traiter ce mois de mai, du coup, mai jusqu'à mi-juin, et on fera aussi la preview du coup du reste du mois de juin. Ça va être très sympa. Voilà, donc en toute transparence, c'est toi qui as fait vraiment le plus gros du travail, qui a établi, qui a établi l'agenda, qui a visionné le plus de fights. Voilà, c'est vraiment toi l'âme du percute et tu es fidèle à ta réputation. Écoute Enzo, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet et nous retournons un petit mois en arrière. Nous sommes le 10 mai à San Diego, aux USA donc bien sûr, pour un combat entre Raymond Muratalla contre Zaour Abdoulayev. Je m'excuse d'avance pour tous les prénoms que je vais écorcher joyeusement. Et c'est un combat pour la ceinture IBF intérim chez les poids légers. Et question, pourquoi d'abord as-tu choisi ce combat pour inaugurer cette nouvelle mouture du percute? Tout simplement déjà parce que c'est un titre IBF C'est un titre absolument. de la Ne ceinture se... des légers, donc c'est pas rien. IBF, ça reste une ceinture majeure, hein. Et le titre était intérim, mais du coup il a été décerné sur ce combat-là. Muratalla en plus c'est un des gros espoirs américains. On en parle assez peu pour l'instant, mais sa cote est en train de monter et voilà, c'est un espoir invaincu. J'ai plus son record en tête là, ça peut se trouver assez rapidement, mais c'est vraiment un mec dont on commence à entendre beaucoup beaucoup parler. Et là, du coup, il faisait son premier titre mondial, tout simplement. Donc, c'était un truc à suivre. Et on peut dire qu'il a passé le test assez facilement, on va dire. Il est venu à bout du solide, mais quelque peu limité, Zahour Abdoulayev. Les cartes des juges, elles ont été un peu sévères, je trouve, dans l'ensemble. Mais il y a eu beaucoup de maîtrise de la part de Muratalla. C'est un boxeur qui est très rapide. Il fait un beau boulot derrière son jab. Et associé à ça, il y a un coup d'œil avec une sérénité assez impressionnante pour un boxeur de son âge et surtout pour un boxeur qui faisait son premier titre majeur. Donc voilà, Muratalla, c'est vraiment un mec à suivre. Il est à 23 victoires pour 0 défaite avec 17 KO. Ouais, ce qui est pas mal. Moi, j'ai noté que, écoute, tu as à peu près tout dit, hein. J'ai trouvé qu'il était plus rapide, il était plus vif, il avait de bonnes esquives, de bons contres, une gestuelle supérieure, en dépit de quelques bonnes réactions de Abdoulayev, mais clairement, Moratalla était devant. Par contre, j'ai trouvé qu'il prenait un poil trop de coups. Et qu'il avait une défense un petit peu poreuse, qu'il tente de juguler par sa rapidité. Donc pour l'instant, il a le coup d'œil, il a la jeunesse, il a l'explosivité, mais je me suis dit, attention quand même, si jamais il rencontrait un gros frappeur, est-ce que tu me trouves sévère? Non, pas forcément, parce que Muratalla, comme je disais, il a une cote montante. Après, c'est pas le prospect le plus impressionnant de sa génération et encore moins de sa KT, parce que le top 10 des légers, il est quand même assez garni. Il y a beaucoup d'Américains. Je crois qu'il y a 6 Américains dans le top 10.
Et il y a beaucoup de noms rompants, quoi. Le numéro 1 actuellement classé, c'est Gervonta Davis, qui est aussi le plus ancien, mais on a du Shakur Stevenson, on a du Keyshawn Davis, on a du Abdullah Mason maintenant qui est bien monté aussi, on en parlera un peu plus tard. Et il y a beaucoup de zéros derrière tout ça. Gervonta Davis, c'est 30 victoires, 0 défaites. Shakur Stevenson, 23-0. Muratala, du coup, je l'ai dit, 23-0. Keyshawn Davis, c'est du 13-0, etc. Donc c'est beaucoup de boxeurs qui ont vocation à s'affronter dans les années à venir. Et c'est clair que même si je trouve que Muratala est un bon boxeur, c'est pas celui qui m'impressionne le plus dans le tas. Absolument. Sur la même carte, on avait Emmanuel Navarrete qui affrontait Charles Suarez pour la ceinture WBO des superplumes, un combat qui a eu une fin que j'ai trouvée extrêmement à la fois frustrante et bizarre. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, clairement, à la base, on partait vraiment sur un énorme mismatch. Parce que Navarrete, c'est vraiment une grosse tête de la boxe de ces dernières années. Et pour le coup, Charlie Suarez, c'est vraiment un inconnu. Donc ça s'est fini en no contest. À la base, Navarrete, il lui a roulé dessus dès le début du combat. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Il l'a touché à plusieurs reprises, très nettement. Et la huitième, le combat, il a arrêté sur une grosse coupure à l'arcade de Navarrete. Et sur le coup, on se dit, il est dit que c'est un coup de tête accidentel. D'ailleurs, le résultat définitif est celui-ci. Mais le coup de tête, je l'ai trouvé presque impossible à voir. On revoit la séquence plusieurs fois dans le ralenti, et j'ai eu du mal à me convaincre que c'est pas le crochet gauche qui le coupe. Quoi qu'il en soit, il y aura de toute façon sûrement un rematch, et Navarrete, a priori, remettra les pendules à l'heure dans ce combat. Oui, bah écoute, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'avais noté Navarrete touche pique, il touche absolument partout, il fait ce qu'il veut, plus actif, plus agressif. Par contre, pour moi, c'est un crochet gauche qu'il ouvre. Vraiment, hein, c'est Ouais, la parce que manière. en fait la tête touche après, mais elle touche vraiment avec pas d'impact. Alors a priori ça devrait pas mettre de Absolument. coupure, quoi. Absolument, oui, oui. Le souci, c'est que vu la manière dont c'était filmé et vu l'angle, c'est très compliqué de voir. Mais avec tous les ralentis possibles, tu as effectivement l'impression que la tête touche après et que c'est vraiment le crochet gauche. Donc ça aurait dû être de fait un TKO. Mais bon, vu effectivement, comme tu l'as dit, la démonstration de Navarrete avant, si rematch il y a, moi j'en suis même pas sûr, il devrait montrer, voilà, là, ne plus laisser de doute. Le même jour, le 10 mai, mais là on traverse l'Atlantique, on est à Nottingham, en Angleterre. On avait Anthony Kakache qui affrontait Lee Wood et on est toujours chez les superplumes mais cette fois-ci en IBO. Donc ceinture moins prestigieuse, on va pas se le cacher, pour un combat que j'ai trouvé plaisant mais un peu trop déséquilibré, je trouve. Oui, oui, non, mais clairement. Après, c'est marrant parce que c'est vrai que le titre IBO était en jeu, mais on a parlé de Navarrete juste avant. Navarrete qui est considéré qui est classé par Boxrec comme le meilleur super plume du monde, et Anthony Kakache est classé deuxième. Donc là, on Mm. avait donc le deuxième meilleur a priori de la KT. Donc pour rappel, Kakache, c'est vraiment le mec qui continue sa trajectoire tardive, une trajectoire de carrière en forme un peu de météorite, hein, parce que il a 36 ans, on le rappelle. Euh, il avait éteint l'année dernière la hype de Joe Cordina, qui était un prospect anglais. Et puis il a envoyé à la retraite la légende elle aussi anglaise, Josh Warrington. Cette fois-ci, c'était un autre monstre de la boxe britannique qui était en face de lui. Et il l'a battu à nouveau, quoi, et très nettement. Donc, ok, les Woods, ça revenait de 2 ans de layoff. C'est plus de première jeunesse, mais franchement, quel perf. Kakache, il a brisé sa volonté. C'est un combattant qui est dur au mal, physiquement imposant pour la catégorie. Il s'est boxé en reculant et franchement, il cogne très fort. Wood, il a pris une vraie volée, et il a été touché très nettement par 2 crochets gauche dans le coin. Et du coup, le coin, il a vraiment jeté la serviette directement, et c'était normal, quoi. Kakache, franchement, bon, on peut pas espérer de lui grand chose vu qu'il a 36 ans, mais il se place vraiment parmi les tout meilleurs de la KT, et ça devient une sorte de William Wallace irlandais, vu comment il torture la boxe britannique. Est-ce que on peut envisager une unification prochaine ou pas du tout? Alors, unification, non, parce qu'il a un titre IBO.
Et on le rappelle, IBO, c'est vrai, tu le disais, hein, Oui, c'est une ouais. ceinture presque mineure. C'est les grosses ceintures, c'est les ceintures classiques WBA, WBC, IBO, IBF et WBO. IBO, ça reste un titre mineur. Après, je pense qu'il pourrait, en tout cas, avoir une chance contre Joe Cordina. Il avait eu le titre IBF. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre Cordina et Warrington. Peut-être le titre avait été remis vacant, mais en tout cas, il avait eu le titre IBF. Et, le titre, on en parlera plus tard, le titre IBF était en jeu aussi dans ce mois-ci. Mais en tout cas, on peut attendre de lui des belles affiches. Ça c'est sans aucun doute, on peut attendre de lui des belles affiches, des beaux combats. 36 ans, il ne reste pas beaucoup d'années devant lui, Mm. mais en tout cas, sur les années qui lui restent, il y aura quelques beaux combats à faire. Oui, enfin, je te demandais ça surtout parce que déjà c'était un vœu pieux, comme tu me dis qu'il est classé 2 par Bols Red, je me suis dit, sait-on jamais. Même si en boxe, on sait, les combattants n'aiment pas partager, ils sont jaloux de leur titre et ils le gardent. Euh, on se transporte jusqu'à Tokyo le lendemain, 24 heures plus tard, où Fernando Daniel Martinez affrontait dans un rematch Kazuto Yoka. Un rematch qui était attendu, vu la façon dont s'était déroulé le premier. Et j'ai trouvé un Martinez très agressif. Très agressif, en dépit de bonnes remises de Yoka. Comment as-tu trouvé le combat dans son ensemble en fait et les prestations des deux boxeurs? Donc c'était un rematch. L'an dernier, j'étais très sceptique sur la capacité de Martinez de gagner le combat face à Kazuto Ioka, qui est, on le rappelle, une vraie légende. Il a été champion dans 4 catégories différentes, donc c'est des faits assez rares. Et Martinez m'avait complètement fait mentir dans un des combats phares de l'an passé, hein. C'était vraiment une grosse guerre. Et du coup, il avait gagné ce combat en s'imposant physiquement, notamment, tu le disais, en mettant beaucoup plus d'agressivité. Dans ce rematch, Yoka m'a paru plus vieux, alors qu'il ne s'est pas passé tant de temps que ça, hein, mais il m'a paru plus vieux, plus émoussé, et presque un peu hors de forme. Physiquement, je l'ai trouvé Oui. pas très shape, un peu gras. Et du coup, ça s'est un peu senti parce que la victoire elle est encore plus nette pour Martinez. Yoka a encore tenu la limite, il a encore fait un combat très correct, mais la marge de différence entre les deux s'est encore accentuée. La petite ombre au tableau pour Fernando Daniel Martinez, c'est qu'il a fait un petit passage au tapis sur le contre. Donc ça n'a pas eu de conséquences, mais bon, il faudrait quand même faire attention à ce genre de choses. Et la suite pour lui, ça pourrait être la seule personne classée devant lui dans la KT, le crack Jesse Bam Rodriguez, qui est peut-être lui en chasse sur des affiches plus intéressantes que celle-ci, mais en tout cas, ça pourrait faire un très bon combat. En tout cas, depuis le début de cette uppercut, on est donc dans des poids vraiment légers, des plumes, des super plumes, des légers. Moi, en les voyant évoluer, je me suis rappelé à quel point les petites catégories pouvaient être excitantes, vraiment, parce que c'est de l'activité constante, non-stop. Les gars, ils n'arrêtent pas pendant quasiment tout le combat. Tout le combat, et je trouve que les combats sont relativement, ce qu'on a vu jusqu'ici en tout cas, relativement équilibrés, et ça donne vraiment, vraiment de beaux fights, tu vois. C'est pas forcément les combattants les plus connus, quoique, c'est en train d'un peu changer, j'ai l'impression, mais ce sont, je trouve, des pubs vivantes pour la boxe. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, mais très clairement. Après, là, on est chez les super mouches, et les super mouches, c'est vraiment une des Oui, catégories les plus basses, hein. Il y a minimum, mi-mouche, mouche et super mouche, donc on est vraiment tout en bas de l'échelle à l'échelle de la boxe. Et ça va très vite, c'est très technique. Il y a vraiment, vraiment rien à dire là-dessus. C'est des KT qui peuvent mettre en valeur. Je l'ai cité juste avant, mais Bam Rodriguez, c'est un des boxeurs les plus impressionnants à voir qui soit. Et il est dans cette catégorie. Donc clairement, les petites catégories ont beaucoup, beaucoup à offrir. Et la boxe japonaise, en l'occurrence, met pas mal en avant ces boxeurs-là et les fait briller ces catégories. absolument. On se téléporte 2 semaines plus tard, quasiment, on est à Glasgow, en Écosse. Un combat entre Josh Taylor et Eko Essuman, et un combat alors que j'ai trouvé étonnant,
parce que il y a eu deux combats, en fait, vraiment, mais de manière quasi mathématique, avec un Josh Taylor qui domine toute la première partie du fight, à tel point que au bout d'un moment, tu te demandes, tu imagines le combat quasiment unidimensionnel, et Souman qui peu à peu refait surface et prend toute la seconde partie. Vraiment, j'ai j'ai pas de souvenir de fight à ce point, une telle dichotomie, pardon, tu vois, dans un combat. Tellement c'était l'un prend la première partie, l'autre prend la seconde moitié. Et à ce jeu-là, c'est Souman qui l'emporte par décision unanime. Qu'as-tu pensé, Enzo, de ces débats? Sur le combat en tant que tel, tu as tout à fait raison. Et ça, je pense que la bascule, elle se fait je crois que c'est au sixième round. Taylor, il se fait toucher très nettement. Et il touche d'abord, d'ailleurs, Eko et Souma. Et Souma est pas bien. Et puis sur un contre, il se fait toucher à son tour. Et le combat bascule totalement à ce moment-là. Et après, sur toute la deuxième moitié du combat, il se fait bousculer. Et il perd une décision qui aurait pu être aussi un match nul, hein. Je ne dis pas que c'était un combat dans l'ensemble très serré, vu que, comme tu le disais, chacun a eu sa moitié de combat. Après, plus globalement, c'est un énorme upset. Josh Taylor, c'est aussi un combat qui montre que en boxe, c'est très difficile de rester au sommet. C'est aussi difficile, en tout cas, de rester au sommet que d'y accéder. Josh Taylor, ça a été le numéro 1 contesté des poids super légers en 2020-2021. Il a même été jusqu'à unifier tous les titres de la catégorie. C'est un fait rarissime. Mais à partir de 2022, la roue elle a tourné pour lui. Il a eu une victoire difficile, qualifiée par beaucoup de vols. C'était face à Jack Catterall à ce moment-là. Ensuite, il a eu une défaite très sèche face à Teofimo Lopez qui montait des légers. Et ensuite, il a encore perdu dans le rematch face à Catterall. Ce combat-là, c'était son entrée en poids welter et c'était face à un boxeur vraiment de niveau européen. Donc, c'était pas un boxeur de niveau mondial, c'était un boxeur qui devait lui servir justement de relance. Et c'est complètement raté puisqu'il a perdu le combat. Et la carrière de Josh Taylor là, commence à vraiment, vraiment être très difficile. C'est remonter la pente, maintenant ça va être très compliqué pour lui. Alors que je le disais, il y a à peine 4-5 ans, c'était un mec qui dominait une catégorie de la tête et des épaules. Ouais, 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 mais ce qui est le plus inquiétant, et je trouve que tu as tout à fait raison, c'est la manière dont, parce que le résultat n'est pas infamant en soi, le combat a été serré, mais c'est la manière dont effectivement tu le vois lâcher au bout d'un moment. Lâcher, j'exagère, il n'a pas abandonné, mais effectivement tu sens Ousmane qui prend le dessus, et Taylor, j'ai trouvé qu'il a terminé le combat, il semble vraiment fatigué. Fatigué, quoi. C'est un Alors combat qui doit se passer comme les 6 premiers rounds, mais tout le long en fait. Normalement, c'est un combat, si tu regardes l'affiche, il doit le dominer très nettement, le finir si possible, mais même s'il ne le finit pas, il doit le gagner très tranquillement. Et là, ce qui s'est passé sur la deuxième partie du combat, pour un mec de ce niveau-là, c'est assez inconcevable quand même. Ça veut dire que justement, il a plus le niveau qu'il escomptait avoir. absolument. Nous sommes la suite pour Taylor. Ouais, ouais, là ça commence à sentir. C'est ce que je disais, c'est Ouais, très difficile d'envisager quoi que ce soit parce ouais, que là, il perd son combat qui est censé le relancer. Donc un qui est combat de censé le reprise relancer. face Ouais, à un mec qui ouais. était pas bien classé. Donc là, tu veux lui mettre quoi? Un autre mec de ce type-là, sa carrière commence à être un petit peu derrière lui, peut-être des gros noms, des grosses affiches, mais là, c'est même plus lui-même un nom si vendeur que ça. Donc je ne sais pas. Je pense qu'il va s'entêter en poids welter déjà et retenter sa chance. Mais après, face à qui, je suis incapable de le dire. Ouais, ouais. Moi je pense que ça reste un petit nom quand même. Tu vois, George Taylor, ça parle aux gens encore, mais jusqu'à quand, effectivement. On se retélétransporte au Japon. On est à Osaka cette fois-ci, où Angelo Leo affrontait Tomoki Kameda pour la ceinture IBF des plumes cette fois-ci. Voilà, on redescend et on reste dans nos catégories fétiches du podcast. C'est un podcast thématique. Vas-y, Enzo, je te laisse nous parler de ce fight. Alors, Angelo Leo, déjà, c'était l'auteur du KO de l'année pour ma part l'an dernier. C'était un KO assez fantastique, un crochet du gauche très pur, très net, qui avait laissé le fantasque Luis Alberto Lopez complètement inanimé. Et cette fois, il a réussi à conserver sa ceinture au Japon face au dernier combattant de la fratrie Kameda. Donc Kameda, c'est trois frères boxeurs qui ont eu chacun des carrières assez importantes fin des années 2000, milieu des années 2010, on va dire. Et c'est le dernier qui est encore en activité.
Et c'était pas le plus talentueux d'ailleurs des trois, et il est lui-même plus vraiment au sommet de son art, parce que la meilleure version de Tomoaki Kameda, ça remonte plutôt à 2014-2015. Il avait réussi à être champion du monde en 2018, encore une fois, c'était déjà plutôt une belle perf, mais là on est quand même en 2025. Il a proposé une belle prestation, néanmoins, Kameda, dans un combat qui était très serré. Et les Japonais, je les ai trouvés plutôt beaux joueurs parce que dans un combat comme ça, à domicile très serré, bah, ils ont quand même donné la victoire à Angelo Leo. Et voilà. Après, dans l'ensemble, je trouve qu'Angelo Leo, c'est un boxeur qui m'impressionne pas. À l'époque, contre Luis Alberto Lopez, je l'avais donné enfin, vraiment perdant d'assez loin. Je le trouve, il est complet. C'est un boxeur qui a un peu de tout, défensivement correct, voilà, techniquement, il est correct partout, mais il dégage rien de particulier. Il a rien de plus. Et pour moi, pour le top de la catégorie, ça va être très compliqué. Tu veux dire que les Japonais ne l'ont pas joué à l'anglaise quand ils ont des décisions maison? Bah, les Japonais ont eux-mêmes été plutôt. Non, mais on fait ce genre de critique, hein, d'ailleurs. Bon, ça remonte maintenant, mais les spécialistes dans le domaine, ça a été aussi beaucoup les Allemands, hein. Les Allemands, dans les Oui, années 30, exact, exact. il y avait beaucoup de Ouais, c'est vrai, décisions ouais. maison qui étaient très, très, très difficiles pour les Français, notamment, qui en ont beaucoup souffert. Mais le côté décision maison, c'est vrai que c'est un truc qu'on a vu dans pas mal d'endroits, en vrai, hein. Mais là, en tout cas, d'ailleurs, c'est un mois qui est très difficile pour le Japon parce qu'ils ont perdu pas mal de combats chez eux. On va revenir plus tard. Donc ça, c'est le premier. Il y en a un autre sur la carte et puis il y en a encore un autre par la suite. Donc c'est vrai que le Japon est au centre de la boxe mondiale maintenant. Enfin, c'est un des piliers de la boxe Mm. mondiale. Ils reçoivent de plus en plus d'étrangers. Mais là, ce mois-ci, ils ont perdu pas mal de combats et du coup pas mal de titres. Et oui, donc tu parlais d'un autre combat. Alors c'était un rematch, notre deuxième rematch de la soirée entre Pedro Taduan, qui avait détrôné Jinjiro Shigeoka pour le titre IBF des pailles. Alors les pailles, sauf erreur, c'est la plus petite KT, je crois qu'ils disent, il me semble. Hum, Ou alors la deuxième, parce que je crois que ce sont des moins de 48 kilos. Ouais, Enfin, en c'est anglais, ce vraiment, sont des minimums. Oui, il me semble que c'est les ouais, pailles. ouais, C'est les c'est pailles, les, tout à fait, ouais, t'as raison. ouais. Et voilà. Et un combat, bah, c'est le genre de choses qu'on n'aime pas en boxe, même si on sait que le risque est toujours là, puisque Tadouran l'emporte à la décision unanime. Mais j'ai envie de te dire, Enzo, c'est presque dérisoire par rapport à ce qui s'est passé après et ce qui se passe depuis pour Shinji Oka. Non, mais tout à fait. Comme tu le disais, c'est une terrible histoire. Comme on déteste les entendre en tant que fan de boxe, c'est le genre d'histoire qui remet en question profondément la nature de ce sport, le pourquoi, et qui nous fait nous questionner sur pourquoi on se suit ça, pourquoi on aime ça. Et voilà, donc après une défaite inattendue au match aller, c'était à l'époque Shinjiro, le petit frère, parce que c'est une fratrie, les Shigeoka, son grand frère Yudai est aussi un boxeur de cette catégorie. Et on en a beaucoup d'ailleurs parlé avec Arnaud l'année dernière dans Hypercut. C'est des boxeurs que moi j'avais découvert à cette occasion et je les avais trouvés extraordinaires les deux. D'ailleurs, les deux frères Shigeoka sont des boxeurs extraordinaires à voir, très vifs, très offensifs, et je leur avais promis un énorme avenir. Et de sorte, les deux ont perdu. Donc Shigeoka encore une fois, mais enfin Jinjiro encore une fois, mais Yudai aussi a perdu. Et donc le match aller, il avait perdu par KO à la 9e reprise. Et, euh, et là, il tentait de prendre sa revanche. Au terme d'un combat vraiment très intense et engagé des deux côtés, il a été déclaré perdant. Oui, c'est une décision qui est logique, mais on va dire c'était pas une grande défaite. Mais pour Shinjiro, le pire a débuté parce qu'il s'est effondré inconscient sur son tabouret après la décision. Et donc il a été emmené à l'hôpital et il va être lui diagnostiqué un hématome sous-dural aigu. Il va subir par la suite, la semaine suivante, une opération du cerveau. Et tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, il est en soins intensifs, ou en tout cas, des dernières nouvelles que j'ai pu lire, qui datent d'il y a quelques jours, une semaine en gros, il était en soins intensifs et la question de recombattre ne se posait pas du tout. On espère juste qu'il puisse vivre déjà et avec le moins de séquelles possible. Donc voilà, c'est toujours le genre de parenthèse qui est très difficile à analyser, à digérer en tant que fan de boxe, en tant que commentateur de ce sport. Oui, absolument. Comme tu disais fort justement, c'est le genre d'événement qui te pousse à remettre en cause les raisons pour lesquelles
tu peux suivre la discipline. On reste au Japon, mais on est cette fois-ci à Yokohama, quelques jours plus tard. Nous sommes le 28 mai avec Eduardo Núñez qui affrontait Masanori Rikishi. Et pour la ceinture IBF des superplumes, c'est décidément la thématique de cette soirée, c'est les superplumes, et encore un chouette combat. Et moi j'ai été, avant que je te laisse nous débriefer le fight, moi j'ai été bluffé par l'agressivité de Núñez qui m'a semblé avoir une activité non-stop en fait. Moi j'ai cette image du combat de Núñez qui marche pendant tous les rounds, pendant tout le combat sur son adversaire. Et ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est aussi peut-être presque principalement à ce combat que je pensais quand je te disais que les boxeurs de ces petites KT avaient un cardio qui semble inépuisable pour certains et une activité non-stop. Ils frappent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils avancent tout le temps. Et moi, ça me bluffe, tout simplement. Non, mais ouais, je suis tout à fait d'accord, hein. C'était vraiment un superbe combat. C'est un des meilleurs combats de ce mois-ci. Et c'est souvent le cas avec Rikishi. Rikishi que j'avais découvert l'an dernier contre l'Italien Magnesi. Et ça avait donné une vraie guerre, une vraie belle guerre. Et Rikishi avait gagné avant la limite en toute fin de combat. Là, c'était vraiment un toi à moi de chaque instant. Mais cette fois-ci, le japonais, il est tombé sur un os avec Eduardo Núñez, boxeur que je découvrais pour l'occasion, mais qui est plus tank que homme en vrai, hein. Non mais même dans la forme, hein, il est très carré, il est tanké comme on dit, hein. Mais et du coup il n'est pas tombé lui comme les 5 précédents adversaires de Rikishi qui étaient donc sur 5 victoires avant la limite. Et voilà, le Mexicain n'est pas tombé. Comme tu dis, il a avancé sans cesse sur son adversaire. Il a réussi à remporter ce combat. Et le Mexicain, lui non plus, n'a pas réussi à terminer son adversaire. Et quand tu regardes, lui, il était sur 26 KO en 26 victoires. Donc il a aussi un ratio de KO absolument extraordinaire. Et les deux ont réussi à aller à la limite de ce combat, dans un combat qui restera comme un combat assez très sympathique, quoi, assez très agréable à voir et qu'on retiendra en tout cas. Pour la suite, Núñez, il se place maintenant 6e de la catégorie. Derrière, on les a cités tout à l'heure, Navarrete ou Kakache. Ou encore, par exemple, l'Américain Raymond Ford, qui est dans un tout autre style, bien styliste, et qui est très, très sympa à voir aussi. Mais Núñez, ça se place très haut et ça va faire des beaux combats. Ouais, mais franchement, je me répète, hein, mais encore une fois, une défaite d'un Japonais au Japon. Oui, absolument, et vraiment à nouveau une très bonne pub pour la catégorie, hein. Franchement, les super plumes. Là, on a dans cet épisode ce qui se fait de mieux, tout simplement dans la KT, quelle que soit la division. Lors de la même carte, la même soirée, on a alors pour le coup un japonais vainqueur, Yukishi Takei qui affrontait Yutapong Tongi pour la ceinture WBO des coqs. On est encore dans les toutes petites catégories et là le combat est allé très très rapidement, Enzo. Oui, là pour le coup, j'ai mentionné ce combat pas pour citer Takei, parce qu'il y a un titre WBO, parce que voilà, Takei c'est un mec, on le rappelle, qui vient du kickboxing, qui a fait sa transition en anglaise, qui a réussi à prendre un titre mondial, qui a battu Jason Moloney il y a peu de temps, qui est un très bon boxeur. Donc Takei c'est une très belle progression en anglaise, mais en soi il n'y a rien à dire sur ce combat. Takei il a défendu son titre contre un Thaïlandais très random, qui était invaincu certes, mais complètement, enfin voilà, un Thaïlandais parmi plein d'autres. Et le Thaï en plus, j'ai vu les images, il faisait plus de 10 cm de moins, et ça avait l'air d'être un écart gigantesque qui paraissait minuscule. Je crois que le Thaïlandais fait 1m59, quelque chose comme ça, et ça a vraiment été très difficile pour lui à ce niveau-là. On se téléporte 2 jours après à Las Vegas, on est le 30 mai, et là je vous avoue, j'ai un combat que j'ai loupé. Enzo me l'avait donné dans ma liste et je ne sais pas, j'ai eu un bug, à cause de la chaleur certainement, qui opposait José Armando Rezendis à Caleb Plant. Et donc là Enzo, tu vas m'en parler parce que je n'ai rien vu, je n'ai vu aucune image de ce combat.
Du coup, c'était un bon combat déjà. Donc, tu pourras rattraper au Oui, moins le, absolument. le résumé parce que c'est vraiment c'est un combat assez intéressant. Et c'est pour le coup surtout un énorme upset parce que c'est la prise du titre WBA des super moyens par l'inconnu mexicain José Armando Reséndiz. Donc, comme je le disais, personne ne le connaissait. Et en face de lui, il avait le talentueux mais un peu inconstant Caleb Plant. Euh, il a été en contrôle jusqu'à la mi-combat. On parlait tout à l'heure de Josh Taylor, c'est un peu la même physionomie, hein. Jusqu'à la D'accord. mi-combat, il est en contrôle du combat et il se fait toucher et il passe même pas loin d'être compté. Et derrière, il va survivre le reste du combat. Il va prendre régulièrement la droite du Mexicain et au final, il va perdre ce combat. Et c'est très dommage pour lui parce que voilà, on y est déjà perdre contre un mec contre lequel tu es censé être largement favori, bah, c'est toujours embêtant dans une carrière. Et en plus de ça, sur la même carte, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais ça aurait pu, il y avait Jermel Charlot Hmm. qui combattait et le combat était en fait une espèce de prévision avant une rencontre entre les deux. Donc ils avaient mis les deux sur la carte pour que potentiellement les deux puissent se rencontrer. Donc Charlot a lui fait le taf, il a gagné son combat contre je ne sais plus qui avant la limite, mais Calem Plant lui a un peu mis les plans à la poubelle. En tout cas, je ne sais pas s'ils vont les garder, mais à mon avis, il devra passer en tout cas par une revanche, j'imagine. Parce qu'il y avait quand même un titre WBA de la catégorie des super moyens, hein, donc c'était pas un combat pour rien. Ouais, non, je m'avoue très surpris. Moi, j'aime bien Caleb Plant en plus. Et, par contre, je vois qu'il y a une décision partagée. Est-ce que c'était justifié ou bien l'un Bah, des comme je te juges? dis, il domine la moitié du combat. D'accord. Donc c'est aussi une décision qui aurait pu lui revenir, hein, mais dans l'ensemble, le fait qu'il se fasse toucher, que la deuxième combat soit la deuxième partie soit très difficile pour lui, bah, ça peut aussi impacter. Alors que lui, il a dominé avec plus de sérénité sa première moitié. D'accord. Je donne les scorings au cas où. Le juge qui le voit vainqueur lui donne un 115-13 et les deux autres donnent 115-113 pour Plante et les deux autres 116-112. Donc il le voit en plus. Les deux qui ont vu Resendiz vainqueur le voient de manière euh, plus nette que le juge qui a vu Plante Après, vainqueur. j'ai pas été impressionné outre mesure par Resendiz, je Hmm. lui promets pas un avenir radieux. Après, peut-être qu'il me fera mentir, hein, mais en tout cas, ça m'a pas sauté aux yeux plus que ça. La semaine suivante, on reste aux USA à Norfolk où Abdullah Mason affrontait Jeremiah Nakatila. Et bon là, ça a été assez rapide. Ça s'est terminé au round 5. Personnellement, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat. Non, Je mais sais pas ce qu'il en est pour toi. non, non, mais il y a pas grand-chose à en dire. Dans cette liste, il y a des combats sur lesquels on va s'attarder et d'autres un petit peu moins. Et celui de Mason, clairement, il y a pas grand-chose à dire, hein. Il continue sa trajectoire en boulet de canon. C'était son 19e combat. Il a battu un mec qui était largement à sa portée. Par contre, c'était un mec qui avait un petit peu plus de bouteilles que les précédents. C'est un mec qui avait perdu contre Shakur Stevenson en 2021, contre Muratalla qu'on a cité en début de podcast en 2023. Et il a perdu contre un autre espoir américain dont on parle assez peu, c'est Ernesto Mercado, qui est aussi un mec qui est très bon, qui est dans le top 15 actuellement. Donc ouais, Mason il a dominé. Je crois qu'à l'appel du cinquième round, il est touché à l'œil, Nakatila, donc il ne retourne Mhm. pas au combat. Et voilà. Mais par contre, ce qu'il y a à noter, c'est que Mason, maintenant, il est classé sixième par BoxRec. Et c'est quand même très haut dans la KT. Et comme je le disais tout à l'heure, on espère que les Américains de cette KT vont pas s'esquiver parce que Keishon Davis, Muratalla, Jarvanta, Shakur Stevenson, Lamon Roach, qui a fait match nul contre Jarvanta Davis cette année, ça fait beaucoup de noms pour faire des super combats. Donc, on espère que ces mecs-là se rencontreront. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on espère en fait. Et ils vieillissent tous. Bah, alors, là, il y a un renouvellement, hein. Genre, Ouais. on parlait beaucoup à l'époque de Devineni, Mhm. Teofimo Lopez, Gervonta Davis était déjà là, il y avait Lomachenko, etc. Shakur Stevenson est arrivé un peu en intermédiaire, mais là, sinon, Keishon Davis, Muratalla, mais Abdullah Mason, c'est des mecs qui sont beaucoup plus jeunes, Ils qui sont plus jeunes, débarquent c'est vrai, ouais. et qui ont une trajectoire qui est plutôt linéaire, hein. C'est genre, ils montent avec d'abord des mecs très à leur portée, puis ensuite des mecs à leur portée, mais avec un peu plus d'expérience. Et on va arriver maintenant, pour ces espoirs, sur des noms qui sont censés leur poser plus de problèmes.
à suivre. Donc le voire des même rencontres entre eux. C'est genre, après, ah la bah protection des carrières fait que c'est rarement le cas, mais l'histoire de la boxe est faite d'espoirs invaincus qui se rencontrent ça donne souvent des étincelles, hein. ouais, absolument. Mais c'est vrai qu'ils se rencontrent jamais avant un certain niveau. Moins maintenant. Je rappelle que Bernard Hopkins et Roy Jones se sont affrontés, il me semble, en 92, alors que les deux étaient invaincus. Je crois, James Toney et Roy Jones également se sont affrontés peut-être en 95 ou 96, alors que les deux étaient invaincus. C'est euh, c'est des choses qu'on voit peu, mais qui sont très importantes pour la boxe, hein. Les espoirs sont faits pour être mis à rude épreuve. Ouais, mais la différence, c'est que déjà, tu me fais beaucoup de peine à remémorer ce combat entre James Toney et Roy Jones, mais ils étaient champions à l'époque. Tu vois, Hopkins et Jones, je sais pas si Jones était déjà, mais ils étaient Alors, sur le point de le le devenir. titre est en jeu. Non, le titre est en jeu. Je ne sais plus s'il était intérim ou si quelqu'un l'avait déjà. Je crois que c'est le premier combat pour un titre pour Roy Jones. Alors peut-être que Hopkins l'était à ce moment-là. Voilà, Mais c'est possible, tu vois. Mais ils étaient plus que des espoirs, si tu veux, à cette époque-là, quoi. Tu vois, et puis ensuite, Jones Toney, c'était en super moyen. Toney avait le titre, Jones lui prend. Ils étaient un peu plus au-dessus, quoi. Tu vois. Donc je laisse. ouais, Muratalla qu'on a cité en tout début de soirée, c'était un combat, c'est un titre EBF, hein. C'est vrai Après, aussi, oui. j'ai dit un gros nom pour dire un gros nom, hein, mais genre Mm, Muratalla, bon, on va oui, pas le mettre dans la même phrase que Roy Jones, hein, non, non, tranquille. C'est- pas encore, pas encore. Non, non, non. Laissons lui Jamais, je B. pense. Jamais. Je, je l'aime bien, hein, mais je pense que jamais, à mon avis. On reste le même jour et même on revient un petit peu dans le temps. On est à Ipswich en Angleterre, un combat de poids lourd entre Fabio Wardley et Justin Huni. Et écoute, j'ai beaucoup aimé ce combat. J'ai beaucoup aimé ce combat parce que souvent les combats de poids lourds, c'est poussif, on va pas se le cacher, même si on aime bien ça, à part le très très haut niveau. Et là, j'ai trouvé les deux combattants et surtout Huni très mobile pour des gars de leur caté. Et j'ai trouvé que c'était très engagé, ça bougeait bien, c'était actif, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Et vraiment, ça m'a étonné. Et rien que pour ça, j'étais content, parce que de voir des gars à ce poids bouger de cette façon, j'apprécie. Vraiment, j'apprécie l'effort. Et le combat en lui-même, très étonnant, puisqu'on a un Wardley qui prend, je crois, le premier, voire les deux premiers, et qui ensuite se fait rouler dessus. C'est vraiment une leçon Ah de oui, boxe de la complètement. part de Huni, qui prend tous les rounds mais avec une facilité déconcertante. Et vient ce chaos au round 10, le genre de chaos qui te fait, tu sais, tu en ressors tous les plus gros clichés, tout peut basculer en une seconde, en poids lourd, un seul coup peut tout changer. Et le fait est que Ouais, c'est j'ai tout à fait revu ça. plusieurs fois le chaos et je ne le comprends même pas en fait, parce que Uni n'a pas l'air de se découvrir tant que ça. Wardley, t'as l'impression qu'il donne un contre, mais c'est par pur réflexe parce qu'il le fait en Il regarde baissant pas, la hein, tête. mais C'est ça, il le fait en baissant la tête, mais il se trouve que ça touche le menton de Uni exactement de la bonne façon au bon endroit et Uni s'écroule. Et quand il se relève, tu vois qu'il est plus en état de continuer du tout. L'arbitre arrête le combat. Et de fait, c'est un combat que je trouve étonnant. Je sais même pas quoi en dire en fait, parce que tu as un combattant qui a fait une démonstration, mais au final, c'est lui qui perd. Est-ce que tu peux être plus disserte que moi? Parce que moi, ah bah non. je sais pas. Ah non, tu as été justement très très dissert à ce sujet et je vais pas ajouter grand-chose, juste que, bah, comme tu le disais, l'anglais, il a eu vraiment très chaud. Fabio Wardley, c'est un nom qu'on entend de plus en plus. Et d'ailleurs, ce combat montre aussi une chose que l'on dit, qu'on a pas mal dit dans Uppercut, qu'on a dit dans Sparring Podcast et précédemment dans CCS, que les poids lourds, c'est quand même mieux. Voilà, c'est genre Oui, clairement ah oui. un combat comme ça entre deux mecs qui sont lisière top. Voilà, Wardley est classé cinquième, mais vraiment, on est plutôt fin top 10, Hmm. top 15. Euh, Ça donne un très bon combat entre deux mecs, un combat très engagé. On est sur un vrai combat de boxe avec deux oppositions très, très claires. Et comme tu le disais, bah, Wardley a pris une leçon de boxe. Et c'est peut-être ce que je retiendrai le plus parce que ok, il a pu compter sur son punch formidable. On sait que Wardley, c'est un très gros puncher. Il a 18 KO en 19 combats. Voilà, il a pu compter dessus pour le sauver. C'est pas la première fois. Mais ça a aussi montré encore une fois les limites de Wardley pour le plus haut niveau. Et je pense que
bah, il s'en sortira pas toujours avec sa puissance. Et à mon avis, on commence à voir vraiment son plafond. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est Uni qui m'a fait le plus, paradoxalement, qui m'a Ouais. fait la plus grande Belle impression. surprise, hein, Uni, hein. Un Néo-Zélandais de 26 ans, inconnu comme ça, il a fait une très belle perf. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. J'en profite pour faire un petit flashback, puisqu'on est chez les poids lourds. Un combat qui avait eu lieu le 17 mai et dont on n'a pas parlé, on n'en parle pas dans ce podcast, parce qu'on avait fait un podcast, un épisode spécial avec l'ami Ori, le combat entre Tony Oka et Yaliev. Voilà, donc si vous voulez, je sais pas si tu l'as vu toi depuis Enzo, si tu l'avais rattrapé ou pas. Ouais, même Et pas. voilà. Donc Je le ferai, je le ferai. Probablement, à voilà. mon avis, au prochain combat d'Yoka, je me motiverai, je regarderai celui-ci avant pour. Voilà, donc pour les gens qui veulent le rattraper, je les envoie vers le podcast version longue. En version très 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 courte, c'est encore un combat très compliqué pour Yuka. Encore un combat très compliqué. Et là, cette fois-ci, moi je pense que c'est vraiment le combat où il a définitivement touché son plafond de verre, tu vois. Parce que même lors de ses 3 défaites précédentes, dans l'ordre Bacolé, Takam et Meri, à chaque fois, tu pouvais lui trouver des circonstances ou une mise en contexte qui faisait que, alors que là, il était visiblement, à l'entendre, préparé comme jamais. Il a encore été mis en difficulté par un boxeur qui n'est pas génial et à qui moi-même je donnais la victoire, tu vois, d'une courte tête, où j'aurais mis à la limite un match nul. Alors que là, Yoka a été donné vainqueur avec des pointages un peu fantaisistes. Donc je suis pas optimiste pour la suite et c'est un euphémisme. Le lendemain du combat entre Wardley et Uni, on retourne à nouveau au Japon pour terminer cette valse de débrief. On est à Tokyo. Et alors 2 combats dont notamment l'ami Alexandre Herbinet a beaucoup parlé, il a beaucoup communiqué dessus. On commence avec Junto Nakatani qui affrontait Ryosuke Nishida. On est chez les coqs et c'était une double ceinture IBF WBC avec, que dire, Nakatani qui a encore fait une démonstration. En fait, hein, vraiment, hein, c'était le combat s'arrête round 6 par arrêt du médecin parce que Nakatani a consciencieusement dépecé son adversaire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat, Enzo? Ouais, l'arrêt se fait parce que les yeux ou un œil en tout cas de Un œil, Nishida oui, est extrêmement absolument. gonflé et du coup bah, c'est trop compliqué pour lui de continuer le combat et voilà l'arrêt est justifié à ce niveau-là. C'était un très bon combat déjà, comme toujours avec Nakatani. Nakatani c'est vraiment un boxeur extraordinaire. Il s'est confirmé encore une fois comme le patron de la catégorie. Il est numéro un de la catégorie des bantams assez nettement. Il a 31 victoires pour 0 défaite. Je crois que c'est il a eu 3 catégories différentes, ouais, Superfly. Donc là c'est alors Super Mouche. Là il est chez les coqs et il a eu aussi, il me semble, les poids mouches. Donc je crois que ouais, les poids mouches. Donc c'est sa troisième catégorie différente où il réclame un titre mondial et c'est une très très grande performance. En plus, il est très grand, il est encore grand pour la catégorie, donc il va monter, hein, c'est déjà une certitude. Il avait face à lui d'ailleurs quelqu'un d'aussi grand que lui, donc ça posait aussi certaines interrogations. C'est assez rare de le voir dans ce schéma-là. Nishida a tenté un travail au corps qui n'était pas inintéressant. Finalement, ça n'a pas payé parce que, comme tu le disais déjà, le combat il a été arrêté au 6e round. Donc, on sait que le travail au corps c'est quelque chose qui donne ses fruits bien plus tard en général. Et voilà, non mais franchement, je j'ai pas grand chose à rajouter sur le combat. Nakatani a dominé assez nettement dans l'ensemble. On a vu des séries d'uppercuts à une main comme on en voit assez peu souvent. Genre, on sentait vraiment toute la hargne de Junto sur ce combat. On sentait qu'il avait vraiment quelque chose à faire valoir et à prouver. Après, voilà, un petit bémol, on va dire personnel. Je trouve qu'on en a fait beaucoup sur cette affiche. Alors que Nishida est un très bon boxeur, certes, mais je pense que le statut de numéro 1 de la KT ne se jouait pas forcément entre ces deux-là.
et c'était pas le premier contre le deuxième de la KT de façon très claire. Nishida est un très bon boxeur, il aura peut-être l'occasion d'être parmi ou le meilleur de cette catégorie, je ne sais pas à l'avenir. Il a 11 combats aujourd'hui, dont sa défaite, donc il n'a que 10 victoires. Mais des mecs comme Takei, que j'ai cité un petit peu plus tôt, étaient tout aussi légitimes à donner ce fameux cette fameuse rencontre de premier contre deuxième. Enfin, je trouve qu'on en a fait un peu l'énorme affiche de la KT, et c'était pas tant le cas. C'était surtout le gros nom de la KT, donc Junto Nakatani, contre un très bon combattant. Voilà. Mais bon, c'est un petit bémol personnel. Après, la suite pour Junto, c'est une montée, normalement. Et dans cette montée, il y aura a priori d'abord une affiche, et ensuite la grosse affiche contre Naoya Inoue, donc la méga star japonaise qui est donc dans cette catégorie des supercoques. Voilà, il y a sauf erreur, il y a 4 livres d'écart. 118 livres actuellement, il va monter en 122. Ah bah dans les petites catégories comme ça, en général, quand tu montes, c'est peu. Oui, absolument. Tu prends 600 grammes, tu as pris une catégorie, quoi. Absolument. Voilà, ce qui explique aussi que les gars peuvent enquiller 3, 4, voire Oui, oui, plus des ça. ceintures. Voilà, quoi. Non, mais tout à fait. Ça, Après, il y a c'est quelques affiches. Ces deux KT, enfin, cette KT des coques, elle est quand même assez incroyable parce que là, tu regardes le top 10 de BoxRec, tu as 8 japonais. Non, mais le top 5, c'est 5 japonais. Ensuite, tu as un Mexicain, un Américain et 3 autres japonais pour compléter le top 10. Enfin, je veux dire, truster autant une catégorie, c'est quand même assez incroyable. Et c'est le cas enfin, pas à ce point-là, mais dans beaucoup de catégories. Tu retrouves des japonais dans tous les top 10 et beaucoup de japonais dans tous les top 10 de ces catégories-là. Après, là, particulièrement chez les poids coques, là, c'est assez incroyable. Et donc, le premier de la catégorie des supercoques est aussi un japonais. Par contre, il y aura d'autres affiches intéressantes à faire. On pense à Casimero, qui est un Philippin, qui a mis un très beau KO l'an dernier, qui est un peu vieillissant. Il a 36 ans, mais qui a été plusieurs fois champion du monde, ou alors aux noms qui ont été cités eux-mêmes pour affronter Naoya, l'Ouzbek Murodjon Ahmadaliev dit AG, ou Tapales, Marlon Tapales par exemple, le Philippin. Donc je pense que pour se faire à cette KT, Junto fera un combat contre un de ses noms, et ensuite cherchera la grosse affiche contre Naoya, qui lui-même pourrait espérer monter une dernière fois chez les plumes du coup. on en reparlera, hein, bien sûr, si jamais le combat se fait. Là, comme ça, à chaud, à brûle pour point, tu aurais un pronostic si les deux venaient à se rencontrer? Alors, c'est difficile de pas mettre Naoya quand même. En Hmm. vrai, hein. J'adore Junto. Junto est un boxeur extraordinaire, un des meilleurs boxeurs du monde. Il aura sa chance, il aura ses armes, mais Naoya, quoi. Inoue, Ah oui. c'est ça. En vrai, il est en train de se dessiner comme un des. Déjà, ça fait presque ça doit faire au moins 5 ans, 6 ans qu'il est dans les meilleurs boxeurs, toutes catégories confondues. Son nom circule dans les 3 ou 4 tout le temps, hein. Hmm. Ça a été en compagnie de Usyk, de Canelo, de Lomachenko, de Crawford, mais top 5, il y a été quasiment tout le temps sur les 5 dernières années. C'est un mec qui a commencé en minimum, donc vraiment tout en bas, et Hmm. je crois, il a sauté une KT à un moment. Donc il y a une KT où il n'est pas titré parce qu'il n'y a pas combattu, mais il est champion dans 4 ou 5 catégories différentes. Et ouais, il a tout, quoi. Il a la vitesse, il a le punch, il a le style offensif. Il risquerait de faire un petit passage au tapis parce qu'il l'a fait plusieurs fois dans sa carrière, dont encore une fois récemment. Mais à chaque fois, c'était plutôt des flash knockdown ou avec peu de conséquences. Je, voilà, il a 30 victoires, 0 défaite. Junto est à 31 victoires, 0 défaite. C'est en tout cas une affiche qui serait une gigantesque affiche, probablement la plus grande de l'histoire de la boxe au Japon, et tout simplement une affiche, peut-être la meilleure affiche mondiale qu'on puisse faire en ce moment, hein. C'est vraiment c'est du très 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 haut niveau. On prend rendez-vous et on termine ces débriefs avec, sur la même carte, Tenshin Nasukawa qui a affronté Victor Santillan. Et ce qui m'a frappé, c'est la différence de gestuelle entre les deux. C'est-à-dire que tu avais vraiment un combattant qui était en maîtrise et un autre qui cherchait à survivre.
vraiment, qui a subi. Je sais pas comment toi celui qui était en maîtrise étant bien sûr Nasukawa qui l'emporte par décision unanime. Est-ce que tu trouves que j'en fais trop ou que je suis injuste pour Santillane? Non, non, pas du tout. J'ai trouvé, franchement, j'avais été un peu plus sévère avec Tenchin par le passé. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle perf de sa part. Le Dominicain en face, Santillane, il est solide. Il est un peu limité techniquement. Hmm. Mais voilà, Tenchin, il a pris tous les rounds. Il a fait valoir sa vitesse, sa technique, qui était, comme tu le dis, nettement supérieure. Ma seule surprise, c'est que depuis son passage en anglaise, Tenchin, il a l'air un peu de manquer de punch. En fait, c'était réputé comme en kick. Donc, je le redis, mais Tenchin Nasukawa, c'est une star, c'est une des très très grosses stars du kick japonais, donc du kickboxing mondial. C'était un des plus grands boxeurs de kick de la planète. Euh, et il était réputé pour son punch. C'est quelqu'un qui finissait ses combats. Là, c'est moins le cas. Il a un ratio qui est assez bas. Il a touché très nettement plusieurs fois Santillan et ça a pas. Il y a eu aucun moment, en tout cas, où j'ai senti vraiment Santillan en danger ou proche de se faire finir. Donc bon, après. C'est très belle perf. Tenchin, pour son 7e combat, il entre déjà dans le top 10 de la KT. Donc on pourrait avoir des gros noms. D'ailleurs, il fait partie des 10 japonais dont je citais dans le top 10 de la KT de Junto. Hein. Il est Tenchin. Oui, il y a les Tenchin 20, il y a les 24 heures du Mans, enfin il y a le bol d'or t'es sous sur le les circuit fenêtres. là, c'est ça. Absolument. Non, Tenchin est actuellement du coup 9e de la KT des poids coqs et lui aussi aura probablement une chance mondiale d'ici peu, comme Takei l'a eu récemment. Donc je, contre des noms qu'on connaît, parce que maintenant voilà, tous les japonais de cette KT commencent à être connus. Ce ne sera pas contre Junto, parce que Junto va monter, mais Yokishi Takei pour un choc entre anciens kickboxers, Seiya Tutsumi ou Takuma Inoue, le frère de Naoya, enfin, ou même Nishida, le mec qui vient de perdre contre Nakatani. Étant donné que quasiment tous les titres sont détenus par par des japonais, t'es obligé de passer par un choc national, mais c'est sûr que un bel avenir lui est promis et il montre des très belles choses, en tout cas dans dans une discipline qui n'est pas la sienne. Ouais, absolument. Et moi, ben voilà, là on a conclu les débriefs. Et moi, je t'avoue, ça fait longtemps que je t'entends parler avec Arnaud, que j'entends parler avec Alexandre Herbinet de cette fameuse boxe japonaise, ces petites catégories. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre. Mais là, j'avoue que, tu vois, d'avoir un peu, de regarder tous ces combats, ces combattants ou quoi, je me répète une dernière fois et après j'arrête, mais je trouve que c'est la meilleure pub qui soit vraiment pour la boxe dans son ensemble. Vous avez des combattants qui sont actifs, qui sont d'une technique rapide, ça frappe, c'est haletant, c'est intense, c'est voilà. Si vous aimez la boxe, vous ne pouvez qu'aimer ce genre de combat et de combattants. Là, tu m'as parlé de toutes les affiches possiblement à venir. J'ai envie de dire vivement. On passe au programme des 15 jours à venir et le temps que ce podcast soit en ligne, ben ce sera sans doute ce soir. Donc samedi 14 juin à Annecy, on a Michel Soro. Qui fait un retour étonnant après un an d'inactivité. Il prend un Mexicain classé 115e mondial, mon cher Enzo, si j'en crois tes notes, Aziz Rodriguez Garcia. Je t'avoue, je ne le connais pas. Non, non, t'inquiète pas, là, j'ai envie de dire, je sais pas si ses parents le connaissent, donc c'est pour ça que Mais personne ne le connaît là. euh, N'importe quel, même les ouais, plus assidu. hipsters, même les plus hipsters n'oseront pas te dire qu'ils connaissent Aziz Rodriguez Garcia. Mais dès lors, qu'attendre du retour de Soro? Est-ce que tu attends quelque chose de particulier Non, ou juste le non, rien, revoir? rien du tout. Non. C'est, Non, je sais même pas ce qu'il projette parce que Soro, j'ai pas vu, je me rappelle plus son âge, mais il est quand même hmm. bien plus sur la fin de carrière que le début. Son prime est passé. Ses chances, en tout cas, il me semble qu'il a pas eu de chance pour un titre mondial, mais en tout cas, il était pas si loin à un moment donné et il est passé à côté, mais il fait quand même une très belle carrière et c'était un des meilleurs boxeurs français de ces dernières années, en tout cas. Donc après, ouais, un retour comme ça. Après, il était peu actif ces dernières années, donc il revient régulièrement après un an.
Mais c'est peut-être, ouais, juste, j'imagine que c'est pour le chèque, pour l'affiche, enfin, je sais pas, pour garder la main. Peut-être en espérant avoir une grosse affiche, au moins un nom dans les mois à venir. Voilà, bah, tu as toi-même noté, Soro, c'est 4 combats en 6 ans, sur les 6 dernières années, donc Ah ouais, c'est très effectivement. peu, ouais. Et à l'opposé, on a Milan Prat qui combat sur la même affiche et qui, lui, tu me dis, va effectuer son 10e combat en 2 ans. Et il Ouais, va prendre... Pratt, il ah combat tout le oui, temps, hein. lui c'est un actif, hein. Et il prend lui aussi un Mexicain, Osiel Santoyo, que je connais aussi peu que le précédent. Ouais, classé, lui, 137e. Ouais. C'est vrai que 137e. C'est... ça se joue à un mouchoir de poche, hein, ils viennent ensemble, j'imagine, parce que oui, des, ouais, Mexi- je des pense Mexicains aussi. à Annecy, il doit pas y en avoir tant que ça. Donc, non, mais Milan Pratt, j'aime beaucoup, hein. Franchement, c'est un très bon boxeur. Oui, oui, Il est très puissant. C'est un mec qui a vraiment du punch, qui est valeureux. C'est vraiment un très bon boxeur. Milan Pratt, c'est un des boxeurs français que j'affectionne vraiment beaucoup. Et bon, il combat régulièrement, mais sa carrière a du mal encore à vraiment prendre son envol. Il me semble il a perdu sa seule défaite, c'est pour une chance pour un titre européen. Donc peut-être que ça, j'imagine, ça l'a un petit peu retardé. on passe au Si Madison tu veux, Square Garden. on s'en fait un chacun, si tu veux, pour le programme. Oh, bah, ouais, ouais, d'accord. Ok, ouais, Comme ça, ouais. Pas de souci. Bah, écoute, je vais te donner la main pour le suivant parce que il me semble que c'est un va. combattant que tu. Alors, c'est Richardson Hitchins, voilà, Du coup, qui affronte. C'est au Madison Square Madison Garden, Square voilà, Garden, à New toujours York. Vas-y, vas-y. demain, hein. C'est donc demain soir, donc ce soir pour ceux qui nous écoutent le 14 juin. Qui se Ce sont sera un combat. précipités, Oui, voilà, c'est ça, tout de dès la mise suite. en ligne. Vite, il y a eu percute. Sinon, c'était peut-être hier, hein, pour ceux qui nous écoutent en retard. Mais du coup, ouais, c'était le samedi 14 juin en tout cas. Et il y a donc Richard Hitchins qui va pouvoir enfin faire briller son talent face à un adversaire un peu connu. Donc l'Australien George Kambosos Jr., ancien adversaire de Teofimo Lopez, ancien adversaire de Devin Haney et ancien adversaire de Vasil Lomachenko. Donc un mec qui a un petit bagage quand Oui, même si oui. c'est pas le plus, enfin c'est pas le meilleur de sa génération comme Bodos, mais c'est au moins un homme d'expérience, on va dire. Hitchins, c'est un style très slicky, vraiment classique américain. Je le trouve vraiment agréable à voir. Il est un poil trop illusif, mais vraiment, on sent qu'il maîtrise en tout cas son art. Et il a battu des adversaires de valeur, comme je l'avais suivi l'an dernier contre Gustavo Daniel Lemos, ou plus récemment, il a battu Liam Paro, qui était un invaincu néo-zélandais ou australien, mais qui est très fort aussi. Et on aura sur la même carte, du coup, Andy Cruz, le triple champion du monde amateur et médaillé d'or olympique à Tokyo. C'était en 2021. Et du coup, il va faire son 6e combat contre un japonais, Hironori Michiro, 14e mondial. Donc lui aussi monte tranquillement dans sa carrière pour atteindre les sommets. Clairement, ce combat, c'est un combat pour toi pour le faire monter, pour le faire briller. Le Andy Cruz. Oui, Alors non, je pense pas, parce qu'il fait son 6e combat, donc il monte, on va dire, logiquement. Là, il prend un 14e mondial, il monte dans les classements progressivement, et c'est logique. Il a son passif amateur, mais en tout cas, il est qu'à son 6e combat, donc c'est normal qu'il fasse des combats progressivement contre des adversaires à la valeur montante. Mais je pense que dans l'année, en tout cas, bah, là on est en juin déjà, mais on va dire entre la fin d'année et la moitié d'année 2026, on commencera à le voir vraiment dans des grosses affiches. on retourne alors le jeudi 19 juin, on retournera à Tokyo, bon, de nouveau au Japon déjà, où Brian Norman Jr., qui affiche un enviable palmarès de 27 victoires pour 0 défaite, et il va défendre son titre WBO des Welter face au japonais Shin Sasaki, qui lui a une fiche de 19 victoires, 1 nul, 1 défaite, que tu qualifies, mon cher Enzo, de dangereux. Et, euh, et la confrontation, donc, ils sont respectivement numéro 3 et 4 de cette KT des Walter. Et je me suis laissé dire, en fait c'est toi qui me l'as dit, que tu as un gros faible pour la boxe de Norman Junior. Peux-tu nous expliquer pourquoi?
Ah non, ouais, j'aime beaucoup. C'était vraiment un de mes coups de cœur de l'an dernier. C'est un de mes coups de cœur de la saison qu'on a fait avec Arnaud sur Hypercut. J'avais trouvé sa perf contre Giovanni Santillan, qui était un invaincu américain, Santillan, qui est un boxeur vraiment qui met énormément de volume, qui avance le cliché du boxeur un peu d'origine hispanique qui avance, qui frappe sous tous les angles. Et du coup, Norman avait eu à la fois le courage de répondre à ce jeu-là, mais aussi l'intelligence de défendre par des rotations de bustes, de bustes, de contrer. Et au final, il a fini Santillan sur un uppercut vraiment magnifique. C'est un boxeur à la fois offensif, mais qui est avec une technique complète, sur sa palette offensive et défensive. Donc non, j'aime beaucoup. C'est un style assez intéressant. Et en plus de ça, je le trouve vraiment très fort, hein. Je crois qu'il a que 23 ans, Brian Norman Jr. C'est un mec qui est vraiment très très solide. Voilà, puis Et en plus, c'est marrant parce que c'est vraiment pas le genre de combattant qu'on imaginait partir combattre au Japon. Donc encore un Japonais qui risque de perdre sur son territoire au mois de juin, hein. Faut faire attention. et puis là, on est chez les welter. Alors là, pour le coup, c'est Oui, bah, oui, une c'est KT mythique, historique, KT de bientôt Sugar Ray Riyad Leone. Season à Tokyo bientôt. Ah, écoute, oh, ça m'étonnerait pas de Turquie, mais Ils sont si on va capables de pas, tout. oui, on va pas rentrer dans ces considérations. D'ailleurs, tu as vu juste, si je m'autorise un petit hors sujet, on n'en a pas fait, donc ce sera l'exception. Je sais pas si tu as vu les dernières déclarations de notre ami Turquie hier ou avant-hier, qui a dit que dans sa nouvelle ligue, dans ses events à lui, il n'autoriserait plus de combattants fuyants, Ah, élusifs. Il ne voulait que des combattants qui frappent et qui aillent à la castagne. Voilà. Donc, je sais J'en ai pas entendu si, des conneries, mais celle-là, j'avoue, hein, je sais pas ce que ça augure pour la suite, mais, mais. Sur cette même carte de Tokyo, un gros choc chez les Mimouches entre le Philippin Tristan Araneta, classé 2 dans la KT, et le Thaïlandais Thanongsak Sinsri. c'est toujours facile à dire les noms thaïlandais, hein. Pour ça, je prends bien mon temps. Numéro 5, et qui a la bagatelle enviable de 34 KO en 38 combats. Et voilà, écoute, comme tu l'as dit, comme tu viens de le dire, j'ai l'impression, là on vient de parler de les combats à trois quarts, aux trois quarts étaient au Japon. Là, la moitié de ceux dont on parle pour le mois à venir, là, ils sont au Japon également. Japon, terre de L'autre boxe. moitié à Annecy. Je tiens à préciser. Absolument. Mais qui n'est pas une Riyadh Season, Oui. n'en déplaise à Alors, Turquie. à Tokyo peut-être, mais à Annecy, j'ai du mal à y croire. Sait-on jamais, sait-on jamais. I want to believe. Et Non, mais là, justement, en fait, ce que j'essayais de faire noter, c'est quand même que du coup, là, tu as un combat entre un Philippin et un Thaï pour un oui, titre absolument. mondial au Japon. Au C'est Japon, absolument. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Mais justement, on venait de parler de Riyad et ils n'ont pas dit leur dernier mot parce que les 20 et 21 juin, ils organisent 2 soirées de suite, mais ce sont pas des grosses cartes comme on a l'habitude, tournois de plumes et super légers, voilà, qui sont organisés entre des prospects, des non montants. Donc le genre de soirée qui peut potentiellement être intéressant parce que il y a peut-être des noms qui vont émerger. Voilà. Donc là, ouais, je sais pas si tu as entendu parler de ces tournois qui ont été mis en place par du coup par Turquie. Euh, là, sacré Turc. Là, c'est les plumes et les super légers. Hmm. Il y a d'autres KT qui sont concernés, hein, je crois, les lourds, etc. J'ai pas regardé vraiment encore. Je sais qu'il y a eu déjà des tours, des premiers tours. C'est des plateaux assez complets, hein. Il me semble que c'est peut-être 32 ou 32 boxeurs. Je sais plus si ça commence en huitième ou 16e de finale, mais en tout cas, il y a beaucoup de combats et il y a des critères qui sont assez précis avec il faut pas plus de tel âge, pas plus de temps de combat professionnel, etc. Donc ça limite en tout cas pas mal ils veulent pas de boxeurs d'expérience. L'idée c'est vraiment de se faire rencontrer des prospects. Je trouve l'idée pas désintéressante, pas inintéressante. Non, en effet, ouais. Juste
pour l'instant, ça fait trop de combats et tout, donc j'ai pas suivi. Mais je pense sur les derniers tours de ces tournois, ça serait intéressant parce qu'on pourra se faire des recaps des mecs qui ont un peu avancé et voir. À mon avis, il y a des noms qui ressortiront, hein, ça c'est une certitude. Absolument. Avant de te redonner la main, je vais prendre juste note le lendemain, enfin, ou le même jour, le 21 juin, à Birmingham, Patrick a vu naître Black Sabbath et Dorian Yates, 6 fois Monsieur Olympia, ne nous en déplaise. Galay Yafai, qu'on a vu l'an dernier, je m'en souviens, dans l'une des images phares de l'année, puisqu'il avait affronté Sonny Edwards, il s'était écroulé en pleurs. Et il affronte un Mexicain, Francisco Rodriguez Jr., qui est 11e mondial. Voilà, donc un combat à suivre, avec du potentiel. Je te redonne la main, Enzo, pour le 27 juin. Nous allons à Montréal. Ouais, le 27 juin, parce qu'on va avoir encore un boxeur français. On parlait tout à l'heure de Soro, mais Soro, c'est le passé, mais le présent, Hum, c'est Christian Mbili. Et Christian Mbili, il aura enfin sa chance pour un titre mondial. C'est le titre, du coup, qui est intérim en ce moment, qui sera mis en jeu contre le Polonais Maciej Suleski. C'est le titre WBC, du coup, de la catégorie des super moyens. Un combat qui semble, pour ma part, en tout cas largement à la portée du français, même si le Polonais va apporter son expérience. Il a eu par le passé une chance pour le titre face à Demetrius Andrade. Il avait perdu à la décision. Il a combattu Daniel Jacobs et l'an dernier, il a perdu du coup avant la limite. C'était contre Diego Pacheco. Et si t'as pas vu ce combat, je te le conseille parce que c'est un énorme coup au corps. C'est vraiment de Pacheco, il lui avait mis, on aurait dit un coup de fusil, quoi, un fusil à pompe. Il lui met un énorme coup au corps, très isolé en plus, pas du tout dans une combinaison, et le Polonais il s'est écroulé pour le compte, quoi. Donc franchement, avoir une chance mondiale contre ce boxeur-là, c'est vraiment plutôt une très bonne opportunité pour Mbili. Et je sais même plus c'est lequel, le dernier Français qui a été champion du monde, donc c'est une très bonne chose en fait, c'est super. Surtout que Mbili, je t'avoue, j'avais un peu j'avais du mal à suivre ces derniers temps parce qu'il y a eu des micmacs, des combats annulés, annoncés, reportés, des adversaires qui se défaussent. Lui-même avait annoncé plusieurs choses, puis non. Donc le Ah, c'est vrai voir, que sa signature chez Top Rank, c'est pas fait c'était aussi compliqué, hein. Ouais. facilement que ce qu'on espérait. Après, par contre, il avait eu Derevenchenko l'an dernier, qui était enfin un gros nom pour lui, chose qu'on attendait depuis longtemps, parce que le problème de Mbili pendant longtemps, ça a été, en gros, il affronte pas des videurs comme on dirait Mm. comme ce qui se disait beaucoup pour Tony Oka, et ce que je dénonce d'ailleurs, mais il affrontait des boxeurs en tout cas qui n'étaient pas de son niveau. Il a aujourd'hui 28 victoires pour 23 KO. Mbili, je pense qu'il a pendant longtemps affronté des mecs qui étaient là un peu trop Mm. à sa portée. Et son dernier combat d'ailleurs, c'est contre Derevyanchenko, c'était en octobre. Et c'est un peu son premier gros combat top rank, on va dire. Et du coup là, il a sa première chance mondiale et c'est très bien, hein. Il s'agirait quand même de passer parce que si tu gagnes pas contre Suleski, qui est un bon boxeur, Mm. qui est voilà, il a un palmarès loin d'être dégueulasse de 33 victoires pour 3 défaites, mais à chaque fois qu'il a affronté un gros nom, c'est quand même pas passé. Donc il faut s'imposer là. Absolument. Et de fait, selon le combat, le résultat, c'est presque, vu que c'est un Français, peut-être un combat qui méritera un débrief peut-être spécial. On verra selon ce qu'il se passe. Selon la date, surtout, c'est quand on dit le 27, au final, à mon avis, si on fait les choses correctement, l'enregistrement du Oui, percute, c'est le pas faux. prochain ne sera peut-être pas si longtemps que ça après. C'est pas faux. Donc, C'est pas faux. Ouais, c'est pas ton optimisme t'honore et me ravit. Et le lendemain, on est donc le 28 juin à Anaheim en Californie. attends, Zurdo juste une Rodriguez. seconde. Oui, vas-y, vas-y. Excuse-moi, sur la même carte, Ah oui, je l'avais noté, excuse-moi. mais j'ai oublié. Absolument, Non, non, mais il y a pas de absolument. mal. On notera juste qu'il y aura donc le Canadien Eric Bazignan et le Canado russe. Il est quoi? Il est russe, Makhmoudov. Donc Arslanbek Makhmoudov, qui reviennent chacun d'une défaite avant la limite. Donc respectivement Rémi Munguia pour Bazignan et Guido Vianello pour Makhmoudov. Donc voilà, combat très important pour eux et assez intéressant à suivre. Oui, oui, j'avoue, je suis très intrigué, vraiment, de voir. Surtout pour Makhmoudov Oui, qui a absolument. subi C'est ce que j'allais te dire. Ouais, coup ouais, pour ouais. coup 2 échecs
2 échecs assez notables. Donc là, c'était Vianello et le précédent, c'était contre le Turc Kabayel. Kabayel Ouais, ouais. qui est une des grosses valeurs montantes de la boxe en ce moment. Oui, mais tu te rappelles, le Makhmoudov, fut un temps annoncé comme c'était La terreur, l'épouvantail, hein. Ah ouais, c'était la absolument. terreur que personne ne voulait rencontrer, que voilà, il a fait partie de ce package de poids lourds qui en fait parler aussi du renouvellement de la Oui, catégorie, hein. C'est absolument, absolument. boxeur très limité techniquement, mais ne serait-ce que sa tête faisait déjà peur à ses adversaires. Ouais, ouais, Après, le mais problème, c'est qu'étant qu'il a pris un KO, bah, derrière, il fait un peu moins peur, et puis là, il en a pris un deuxième, donc là, n'importe qui va se dire que c'est faisable en fait. c'est jouable, absolument. Mais combat très intéressant, hein, je suis d'accord avec toi. Et donc le 28 juin à Anaheim, en Californie, carte qui clôt, j'aurais aimé ne pas en parler de cette carte qui clôt ces previews. Alors on a d'abord Zurdo Rodriguez, champion WBO des lourds légers, qui prend je te laisse responsable de tes propos, mon cher Enzo, le revenant, Yuniel Dorticos. Puncher cubain connu pour sa double participation au WSSB, mais c'est vrai que quand tu as ajouté, il a perdu en demi contre. En plus, je dis ça, mais il a combattu en 2024, hein, donc il n'est pas si revenant que ça en vrai, hein. Ouais, oui, certes, oui, mais c'est C'est pas grand Manny fait. Pacquiao qui revient après Certes, 4 ans d'interruption. Ouais. ouais, mais ces grands faits d'armes, ça remonte quand même. Voilà, il a perdu contre Gassayev en 2018, puis ensuite contre Marine Bredis en 2020. Tu me dis dans tes notes que la confrontation peut être intéressante si il a conservé son niveau. Mais j'ai envie de te dire, tout tient dans ce si. Oui, c'est un peu ça. Et c'est un gros si. Donc, Après, c'était là où c'est intéressant, c'est que Dortico c'était un puncher. C'est pas un fin technicien. Donc déjà, il a pas besoin de perdre sa vitesse, etc. À mon avis, le punch, il oui, l'aura toujours. Donc il faudra quand même que Zurdo se méfie parce que ça la ferait mal de perdre contre un mec qui ô est quand même combien, plus oui, représentatif de la deuxième moitié des années 2010 que de 2025, quoi. absolument. D'ailleurs, Dorticos, j'aime bien parce qu'en plus, ça me fait rappeler la période des World Super Series of Boxing, qui étaient des tournois qui étaient organisés avec un magnifique ring noir et blanc. Enfin, je veux dire, l'iconographie autour de ça, le concept des tournois et tout, c'est un truc qui m'a beaucoup plu sur cette période-là. Et on rappelle que donc, bon, Dorticos est sorti de ces tournois. D'ailleurs, les 2 défaites dont tu parlais, c'est des défaites dans ces tournois-là, dans les 2 saisons, parce qu'il y a eu 2 saisons. Mais Inoue du coup sort des World Series, Super Series of Boxing, et Usyk également. Donc c'est quand même quelque chose qui a produit. On parlait de Josh Taylor tout à l'heure également, qui a gagné une saison des World Super Series of Boxing. Absolument. Et tu parlais de punch, hein, on sait que selon l'adage, le punch c'est la dernière chose que perd un boxeur, donc sait-on jamais. Et Parlez-en à George Foreman. Bon, il n'a oui, pas lutté aujourd'hui, mais enfin, parle-en à Michael Moorer oui, plutôt, parlez-en à Moorer plutôt. qui s'est jamais remis, il s'en est jamais remis. Le pauvre Quoi, Michael Moorer. comment l'aurait-il pu? Et donc on est obligé de le mentionner. Sur cette carte, il y aura également Jake Paul contre Julio César Chavez Jr. Je me suis promis de ne jamais parler de Jake Paul, donc je le mentionne juste. Et Holly Holm. Et là, on est dans la Twilight Oui, Zone, non quoi. mais alors quand j'ai vu son nom, j'ai erreur 404. J'ai fait Ah OK, ouais, que se non, passe-t-il? mais Qu'est-ce qu'elle fait là? complète, complètement, quoi. Cette carte ne rime à rien, Alors en ce qui est fait. vraiment drôle, c'est que tu regardes du coup sur BoxRec, donc elle a sur la ligne là 2025, enfin 28 juin contre machin, et la ligne précédente, c'est donc le 11 mars 2013. Donc Ah elle n'a pas ben combattu ouais. en anglaise depuis 2013, donc ça fait 12 ans. Est-ce qu'il existe plus long layoff dans J'avoue que 12 ans de euh, layoff, c'est beaucoup. Alors, on parlait c'est tout à l'heure de beaucoup. Foreman. Foreman a arrêté longtemps également, C'est mais beau. Ouais, mais il a arrêté moins. euh, Il a arrêté 10 ans, Foreman. Par ah, contre, je crois que récemment, tu avais Ike, je te dis ça vraiment de mémoire, hein, Ike Ibeabuchi. Je sais pas si tu te rappelles de ce ah, oui, poids oui, oui, lourd. oui, 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 Voilà, mais tout à fait, on en a parlé avec Arnaud. absolument. Et qui a fait de la Il est revenu tôle. d'ailleurs. Je crois De- qu'il est. Ah, il devait, mais je sais pas en fait s'il est revenu. Non, très honnêtement, je sais pas. Effectivement, il devait revenir, mais je suis pas sûr. Son combat a peut-être été annulé, mais il y a pas longtemps, tu as Oliver McCall aussi qui est revenu. Et McCall, ça faisait un sacré. Lui, par contre, est revenu, c'est sûr, et ça faisait un sacré bout de temps aussi, hein. Donc, Clairement,
À vérifier. Parce que Ah oui, non, attends, non, mais McCall, bah pas tant, ça fait un peu peur parce que même McCall c'est 2025, donc deux fois. Il a combattu deux fois en deux 2025, McCall. fois, la Il a 60 vache. ans. Il a 60 ans, McCall. Oh là là, non mais là Il est on est... plus vieux que Tyson en fait. Il a combattu une fois en 2024, il a combattu en 2019, 2018, Ah 2014, ça alors. 2014, 2013, 2012, 2011, 2011, 2010, 2010. Non mais il s'est Ah jamais ouais, arrêté en ah fait, bah en fait McCall. il Hein, s'est jamais... c'est... Ah ouais, non, non, bah autant pour Eh moi, mais ah ouais. je t'invite à regarder sa page BoxRec. Genre en vrai, il y a pas de, il y a aucun layoff. C'est genre 98, 2000, 2003, 2004, 2005. C'est vraiment le prototype. Il ne veut pas s'arrêter. 2007, 2009. Ah Alors qu'on rappelle ouais. que McCall, c'est quand même quelqu'un qui a pleuré sur le ring parce qu'il ne voulait plus être là. Enfin, genre, c'est un des moments, une des images marquantes de la boxe parce que Ah oui, je me rappelle complètement. plus Ouais. l'adversaire. C'était contre Lewis, non? C'était c'était le Ouais. rematch parce il a quand même Il été avait gagné champion par du KO monde le. en battant Lewis par KO. C'est l'un des deux seuls hommes qui a battu Ouais. Reynolds Lewis et c'est lors du rematch qui craque en direct sur le ring. Absolument, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc ce mec-là, il a craqué à ce moment-là, mais il a tenu par la suite et il tient encore aujourd'hui. Waouh. Ah ouais, là, j'avoue, tu me laisses sans voix. 61 victoires, 14 défaites. Ah ouais, non, mais Et bon, avant la limite en plus, hein, c'est deux derniers combats. oui, bah écoute, je trouve que après ça reste toujours moins de combats que James Toney qui était proche des 100, mais voilà. Donc, Oui, écoute, je ou propose qu'on que Julio s'arrête. César, Oui, César oui, Chavez senior, absolument. pour revenir à la carte avec le combat contre Jake Oui, Paul. tout à fait. Bah, je crois que lui, Chavez, il avait carrément, lui, il dépasse les 100 mais en Oui, victoire. oui, C'est même pas les combats, il a plus de 100 victoires. oui, non, c'est sûr, parce qu'en plus, je crois qu'il était, à 100 combats, il était encore invaincu, je crois. Ah, c'est Sa défaite vient après les 100, il me semble. Mais, Ouais, non, bon, là, on est chez les titans, hein, voilà, là, ça dépasse l'entendement. Écoute, je te propose de rester sur McCall. Je trouve que ça fait une fin parfaite, vraiment, pour oui, cet petite épisode. digression à la fin, c'est mieux que Voilà. s'arrêter sur Jake Paul, c'est sûr. Soyons-en je, certains. je ne prononcerai pas son nom une deuxième fois. Bah Enzo, merci beaucoup. Vraiment, Merci à toi, c'était c'était un plaisir. ouais, je trouve que pour une reprise, voilà, on est encore un petit peu en rodage, mais voilà, je pense que d'ici un ou deux épisodes, ce sera au point. Ben merci beaucoup hein, de ta pertinence, de tes analyses, de ta présence, de ta passion, jamais prise en défaut. Donc on vous donne rendez-vous, si tout va bien, ben, dans une quinzaine de jours, voilà, fin juin, début juillet. On laissera pas Le passer rendez-vous le, avec Mbili maintenant, hein, et plus le avec choix. Mbélé, absolument. Voilà, on s'y est engagé. Donc, si ça se trouve, dans le prochain Uppercut, on aura un champion du monde. Alors, c'est une ceinture intérim, certes, Euh, mais on se renseignera d'ici là pour vous dire quel est le dernier français, parce que là, ça me revient même plus. Le dernier français, du coup, champion du monde. ouais, tu me poses une colle. Après Mormec, il y en a eu ou j'en suis pas certain. Si c'est Euh, Mormec, ouais, c'est dur. Hein. Là, Mon Chipour, c'est avant. Oui, c'est avant. Ouais, ouais, Oui. c'est avant. Mais peut-être l'a-t-il été un peu après. Parce que Mohamed, ça a été compliqué aussi Aslou. c'était. Je propose qu'on s'arrête là, Enzo. Parce que là, on va commencer à Ah dire des choses. mais non, ouais, je viens de vérifier. C'est Goulamirian. Voilà. Ah oui, exact, exact. Oui, oui, c'est Goulamirian vrai. qui a été Ouais. champion WBA. Mais oui, c'est ouais, c'est vrai que Ouais. Oui, pas le non, plus non, marquant, du coup. non, Malheureusement pour lui. effectivement. Effectivement, ouais, oui, ceci expliquant cela. Effectivement. Donc voilà, on se donne rendez-vous bah, juste après le combat de Mbili, avec en espérant des bonnes nouvelles, bah, en vous remerciant. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce retour du format. Euh, voilà, de parler de boxe, ça fait toujours plaisir. Merci Enzo, et bah, à très vite sur Sparring. Merci. Salut!